La conquête de Plassans, partie 2, chapitre 4. Arrivé au second étage, Mouret était plus ému qu'un écolier qui va entrer pour la première fois dans la chambre d'une femme. La satisfaction inespérée d'un désir longtemps contenu, l'espoir de voir des choses tout à fait extraordinaires, lui coupaient la respiration. Cependant, l'abbé Faujas, cachant la clé entre ses gros doigts, l'avait glissée dans la serrure, sans qu'on entendît le bruit du fer. La porte tourna comme sur des gonds de velours. L'abbé, reculant, invita silencieusement Mouret à entrer. Les rideaux de coton pendus aux deux fenêtres étaient si épais que la chambre avait une pâleur crayeuse, un demi-jour de cellules murées. Cette chambre était immense, haute de plafond, avec un papier déteint et propre, d'un jaune effacé. Mouret se hasarda, marchant à petits pas sur le carreau, net comme une glace, dont il lui semblait sentir le froid sous la semelle de ses souliers. Il tourna sournoisement les yeux, examina le lit de fer, sans rideau, au drap si bien tendu qu'on eût dit un banc de pierre blanche posé dans un coin. La commode, perdue à l'autre bout de la pièce, une petite table placée au milieu, avec deux chaises, une devant chaque fenêtre, complétait le mobilier. Pas un papier sur la table, pas un objet sur la commode, pas un vêtement au mur. Le bois nu, le marbre nu, le mur nu. Au-dessus de la commode, un grand Christ de bois noir coupait seul, d'une croix sombre, cette nudité grise. « Tenez, monsieur, venez par ici, » dit l'abbé. « C'est dans ce coin que s'est produite une tache au plafond. » Mais Mouret ne se pressait pas. Il jouissait. Bien qu'il ne vît pas les choses singulières qu'il s'était vaguement promis de voir, la chambre avait pour lui, esprit fort, une odeur particulière. Elle sentait le prêtre, pensait-il. Elle sentait un homme autrement fait que les autres, qui souffle sa bougie pour changer de chemise, qui ne laisse traîner ni ses caleçons ni ses rasoirs. Ce qui le contrariait, c'était de ne rien trouver d'oublié sur les meubles ni dans les coins, qui pût lui donner matière à hypothèse. La pièce était, comme ce diable d'homme, muette, froide, polie, impénétrable. Sa vive surprise fut de ne pas y éprouver, ainsi qu'il s'y attendait, une impression de misère. Au contraire, elle lui produisait un effet qu'il avait ressenti autrefois, un jour qu'il était entré dans le salon très richement meublé d'un préfet de Marseille. Le grand Christ semblait l'emplir de ses bras noirs. Il fallut pourtant qu'il se décidât à s'approcher de l'encoignure où l'abbé Faujas l'appelait. « Vous voyez la tache, n'est-ce pas ?» reprit celui-ci. « Elle s'est un peu effacée depuis hier. » Mouret se haussait sur les pieds, clignait les yeux, sans rien voir. Le prêtre ayant tiré les rideaux, il finit par apercevoir une légère teinte de rouille. « Ce n'est pas bien grave, » murmura-t-il. « Sans doute, mais j'ai cru devoir vous prévenir. L'infiltration a dû avoir lieu au bord du toit. »« Oui, vous avez raison, au bord du toit. » Mouret ne répondait plus. Il regardait la chambre, éclairée par la lumière crue du plein jour. Elle était moins solennelle, mais elle gardait son silence absolu. Décidément, pas un grain de poussière n'y comptait la vie de l'abbé. « D'ailleurs, continuait ce dernier, nous pourrions peut-être voir par la fenêtre. Attendez. » Et il ouvrit la fenêtre. Mais Mouret s'écria qu'il n'entendait pas le déranger davantage, que c'était une misère, que les ouvriers sauraient bien trouver le trou. « Vous ne me dérangez nullement, je vous assure, » dit l'abbé en insistant d'une façon aimable. « Je sais que les propriétaires aiment à se rendre compte. Je vous en prie, examinez tout en détail. La maison est à vous. » Il sourit même en prononçant cette dernière phrase, ce qui lui arrivait rarement. Puis, quand Mouret se fut penché avec lui sur la barre d'appui, levant tous deux les yeux vers la gouttière,
il entra dans des explications d'architecte, disant comment la tâche avait pu se produire. « Voyez-vous, je crois à un léger affaissement des tuiles. Peut-être même y en a-t-il une de brisée. À moins que ce ne soit cette lézarde que vous apercevez là, le long de la corniche, qui se prolonge dans le mur de soutènement. »« Oui, c'est bien possible, » répondit Mouret. « Je vous avoue, monsieur l'abbé, que je n'y entends rien. Le maçon verra. » Alors le prêtre ne causa plus réparation. Il resta là, tranquillement, regardant les jardins, au-dessous de lui. Mouret, accoudé à son côté, n'osa se retirer, par politesse. Il fut tout à fait gagné, lorsque son locataire lui dit de sa voix douce, au bout d'un silence. « Vous avez un joli jardin, monsieur. »« Oh, bien ordinaire, » répondit-il. « Il y avait quelques beaux arbres que j'ai dû faire couper, car rien ne poussait à leur ombre. Que voulez-vous? Il faut songer à l'utile. Ce coin nous suffit. Nous avons des légumes pour toute la saison. » L'abbé s'étonna, se fit donner des détails. Le jardin était un de ces vieux jardins de province, entouré de tonnelles, divisé en 4 carrés réguliers par de grands buis. Au milieu se trouvait un étroit bassin sans eau. Un seul carré était réservé aux fleurs. Dans les 3 autres, plantés à leurs angles d'arbres fruitiers, poussaient des choux magnifiques, des salades superbes. Les allées, sablées de jaune, étaient tenues bourgeoisement. « C'est un petit paradis, » répétait l'abbé Faujas. « Il y a bien des inconvénients, allez, » dit Mouret, plaidant contre la vive satisfaction qu'il éprouvait à entendre si bien parler de sa propriété. « Par exemple, vous avez dû remarquer que nous sommes ici sur une côte. Les jardins sont étagés. Ainsi, celui de monsieur Rastoil est plus bas que le mien, qui est également plus bas que celui de la sous-préfecture. Souvent, les eaux de pluie font des dégâts. Puis, ce qui est encore moins agréable, les gens de la sous-préfecture voient chez moi. D'autant plus qu'ils ont établi cette terrasse qui domine mon mur. Il est vrai que je vois chez monsieur Rastoil un pauvre dédommagement, je vous assure, car je ne m'occupe jamais de ce que font les autres. » Le prêtre semblait écouter par complaisance, hochant la tête, n'adressant aucune question. Il suivait des yeux les explications que son propriétaire lui donnait de la main. « Tenez, il y a encore un ennui, » continua ce dernier, en montrant une ruelle longeant le fond du jardin. « Vous voyez ce petit chemin pris entre 2 murailles? C'est l'impasse des Chevillottes, qui aboutit à une porte charretière ouvrant sur les terrains de la sous-préfecture. Toutes les propriétés voisines ont une petite porte de sortie sur l'impasse, et il y a sans cesse des allées et venues mystérieuses. Moi qui ai des enfants, j'ai fait condamner ma porte avec 2 bons clous. » Il cligna les yeux en regardant l'abbé, espérant peut-être que celui-ci allait lui demander quelles étaient ces allées et venues mystérieuses. Mais l'abbé ne broncha pas. Il examina l'impasse des Chevillottes sans plus de curiosité. Il ramena paisiblement ses regards dans le jardin des Mouret. En bas, au bord de la terrasse, à sa place ordinaire, Marthe ourlait des serviettes. Elle avait d'abord brusquement levé la tête en entendant les voix. Puis, étonnée de reconnaître son mari en compagnie du prêtre, à une fenêtre du 2e étage, elle s'était remise au travail. Elle semblait ne plus savoir qu'ils étaient là. Mouret avait pourtant haussé le ton par une sorte de vantardise inconsciente, heureux de montrer qu'il venait enfin de pénétrer dans cet appartement obstinément fermé. Et le prêtre, par instants, arrêtait ses yeux tranquilles sur elle, sur cette femme dont il ne voyait que la nuque baissée avec la masse noire du chignon. Il y eut un silence. L'abbé Faujas ne semblait toujours pas disposé à quitter la fenêtre. Il paraissait maintenant étudier les plates-bandes du voisin. Le jardin de monsieur Rastoil était disposé à l'anglaise, avec de petites allées, de petites pelouses, coupées de petites corbeilles. Au fond, il y avait une rotonde d'arbres où se trouvaient une table et des chaises rustiques. « Monsieur Rastoil est fort riche, » reprit Mouret, qui avait suivi la direction des yeux de l'abbé. « Son jardin lui coûte bon. La cascade que vous ne voyez pas, là-bas,
derrière les arbres, lui est revenu à plus de 300 francs. Et pas un légume, rien que des fleurs. Un moment, les dames avaient même parlé de faire couper les arbres fruitiers. C'eût été un véritable meurtre, car les poiriers sont superbes. Bah, il a raison d'arranger son jardin à sa convenance. Quand on a les moyens. Et comme l'abbé se taisait toujours, « Vous connaissez monsieur Rastoil, n'est-ce pas ?» continua-t-il en se tournant vers lui. « Tous les matins, il se promène sous ces arbres, de 8 à 9 heures. Un gros homme, un peu court, chauve, sans barbe, la tête ronde comme une boule. Il a atteint la 60aine dans les premiers jours d'août, je crois. Voilà près de 20 ans qu'il est président de notre tribunal civil. On le dit bonhomme. Moi, je ne le fréquente pas. Bonjour, bonsoir, et c'est tout. » Il s'arrêta, en voyant plusieurs personnes descendre le perron de la maison voisine et se diriger vers la rotonde. « Mais, dit-il en baissant la voix, c'est mardi, aujourd'hui. On dîne chez les Rastoil. » L'abbé n'avait pu retenir un léger mouvement. Il s'était penché pour mieux voir. 2 prêtres, qui marchaient aux côtés de 2 grandes filles, paraissaient particulièrement l'intéresser. « Vous savez qui sont ces messieurs ?» demanda Mouret. Et, sur un geste vague de Faujas, « Ils traversaient la rue Balande au moment où nous nous sommes rencontrés. Le grand, le jeune, celui qui est entre les 2 demoiselles Rastoil, et l'abbé Surin, le secrétaire de notre évêque. Un garçon bien aimable, dit-on. L'été, je le vois qui joue au volant avec ces demoiselles. Le vieux, que vous apercevez un peu en arrière, est un de nos grands vicaires, monsieur l'abbé Fenil. C'est lui qui dirige le séminaire. Un terrible homme, plat et pointu comme un sabre. Je regrette qu'il ne se tourne pas, vous verriez ses yeux. Il est surprenant que vous ne connaissiez pas ces messieurs. »« Je sors peu, répondit l'abbé. Je ne fréquente personne dans la ville. »« Et vous avez tort. Vous devez vous ennuyer, souvent. »« Ah, monsieur l'abbé, il faut vous rendre une justice. Vous n'êtes pas curieux. Comment, depuis 1 mois que vous êtes ici, vous ne savez seulement pas que monsieur Rastoil donne à dîner tous les mardis. Mais ça crève les yeux de cette fenêtre. » Mouret eut un léger rire. Il se moquait de l'abbé. Puis, d'un ton de voix confidentiel, « Vous voyez, ce grand vieillard qui accompagne madame Rastoil, oui, le maigre, l'homme au chapeau à large bord. C'est monsieur de Bourdeux, l'ancien préfet de la Drôme, un préfet que la Révolution de 1848 a mis à pied. Encore un que vous ne connaissiez pas, je parie. Et monsieur Maffre, le juge de paix, ce monsieur tout blanc avec de gros yeux à fleur de tête, qui arrive le dernier avec monsieur Rastoil. Que diable, pour celui-là, vous n'êtes pas pardonnable. Il est chanoine honoraire de Saint-Saturnin. Entre nous, on l'accuse d'avoir tué sa femme par sa dureté et son avarice. » Il s'arrêta, regarda l'abbé en face et lui dit avec une brusquerie goguenarde. « Je vous demande pardon, mais je ne suis pas dévot, monsieur l'abbé. » L'abbé fit de nouveau un geste vague de la main, ce geste qui répondait à tout en le dispensant de s'expliquer plus nettement. « Non, je ne suis pas dévot, » répéta railleusement Mouret. « Il faut laisser tout le monde libre, n'est-ce pas ? Chez les Rastoil, on pratique. Vous avez dû voir la mère et les filles à Saint-Saturnin. Elles sont vos paroissiennes, ces pauvres demoiselles. L'aînée, Angéline, a bien 26 ans. L'autre, Aurélie, va en avoir 24. Et pas belle avec ça. Toute jaune, l'air maussade. Le pis est qu'il faut marier la plus vieille d'abord. Elles finiront par trouver à cause de la dot. Quant à la mère, cette petite femme grasse qui marche avec une douceur de mouton, elle en a fait voir de rude à ce pauvre Rastoil. » Il cligna l'œil gauche, tic qui lui était habituel quand il lançait une plaisanterie un peu risquée. L'abbé avait baissé les paupières, attendant la suite. Puis, l'autre se taisant, il les rouvrit et regarda la société d'à côté s'installer sous les arbres, autour de la table ronde. Mouret reprit ses explications. « Ils vont rester là jusqu'au dîner à prendre le frais. C'est tous les mardis la même chose. Cet abbé Surin a beaucoup de succès.
Le voilà qui rit aux éclats avec mademoiselle Aurélie. Ah, le grand vicaire nous a aperçus. Hein? Quels yeux! Il ne m'aime guère, parce que j'ai eu une contestation avec un de ses parents. Mais où donc est l'abbé Bourrette? Nous ne l'avons pas vu, n'est-ce pas? C'est bien surprenant. Il ne manque pas un des mardis de monsieur Rastoil. Il faut qu'il soit indisposé. Vous le connaissez, celui-là. Et quel digne homme! La bête du bon Dieu! Mais l'abbé Faujas n'écoutait plus. Son regard se croisait à tout instant avec celui de l'abbé Fenil. Il ne détournait pas la tête. Il soutenait l'examen du grand vicaire avec une froideur parfaite. Il s'était installé plus carrément sur la barre d'appui, et ses yeux semblaient être devenus plus grands. « Voilà la jeunesse, » continua Mouret, en voyant arriver 3 jeunes gens. « Le plus âgé est le fils Rastoil. Il vient d'être reçu avocat. Les 2 autres sont les enfants du juge de paix, qui sont encore au collège. Tiens, pourquoi donc mes 2 polissons ne sont-ils pas rentrés ?» À ce moment, Octave et Serge parurent justement sur la terrasse. Ils s'adossèrent à la rampe, taquinant Désiré, qui venait de s'asseoir auprès de sa mère. Les enfants, ayant vu leur père au 2e étage, baissaient la voix, riant à rires étouffés. « Toute ma petite famille, » murmura Mouret avec complaisance. « Nous restons chez nous, nous autres. Nous ne recevons personne. Notre jardin est un paradis fermé, où je défie bien le diable de venir nous tenter. » Il riait en disant cela, parce qu'au fond de lui, il continuait de s'amuser aux dépens de l'abbé. Celui-ci avait lentement ramené les yeux sur le groupe que formait, juste au-dessous de la fenêtre, la famille de son propriétaire. Il s'y arrêta un instant, considéra le vieux jardin au carré de légumes entouré de grands buis. Puis il regarda encore les allées prétentieuses de M. Rastoil, et, comme s'il eût voulu lever un plan des lieux, il passa au jardin de la sous-préfecture. Là, il n'y avait qu'une large pelouse centrale, un tapis d'herbe aux ondulations molles, des arbustes à feuillage persistant formaient des massifs. De hauts marronniers très touffus changeaient en parc ce bout de terrain étranglé entre les maisons voisines. Cependant, l'abbé Faujas regardait avec affectation sous les marronniers. Il se décida à murmurer. « C'est très gai, ces jardins. Il y a aussi du monde dans celui de gauche. » Mouret leva les yeux. « Comme toutes les après-midi, » dit-il tranquillement. « Ce sont les intimes de M. Pécœur des Soleils, notre sous-préfet. L'été, ils se réunissent également le soir, autour du bassin que vous ne pouvez voir, à gauche. Ah, M. de Condamine est de retour. Ce beau vieillard, l'air conservé, fort de teint. C'est notre conservateur des eaux et forêts, un gaillard qu'on rencontre toujours à cheval, ganté, les culottes collantes. Et menteur avec ça. Il n'est pas du pays. Il a épousé dernièrement une toute jeune femme. Enfin, ce ne sont pas mes affaires, heureusement. » Il baissa de nouveau la tête, en entendant Désiré, qui jouait avec Serge, rire de son rire de gamine. Mais l'abbé, dont le visage se colorait légèrement, le ramena d'un mot. « Est-ce le sous-préfet » demanda-t-il. « Le gros monsieur en cravate blanche ?» Cette question amusa Mouret extrêmement. « Ah non !» répondit-il en riant. « On voit bien que vous ne connaissez pas M. Pécœur des Soleils. Il n'a pas 40 ans. Il est grand, joli garçon, très distingué. Ce gros monsieur est le docteur Porquier, le médecin qui soigne la société de Plassans. Un homme heureux, je vous assure. Il n'a qu'un chagrin, son fils, Guillaume. Maintenant, vous voyez les 2 personnes qui sont assises sur le banc et qui nous tournent le dos. C'est M. Paloc, le juge, et sa femme. Le ménage le plus laid du pays. On ne sait lequel est le plus abominable de la femme ou du mari. Heureusement qu'ils n'ont pas d'enfants. » Et Mouret se mit à rire plus haut. Il s'échauffait, se démenait, frappant de la main la barre d'appui. « Non, » reprit-il, montrant d'un double mouvement de tête le jardin des Rastoil et le jardin de la sous-préfecture. « Je ne puis regarder ces 2 sociétés sans que cela me fasse faire du bon sang. » « Vous ne vous occupez pas de politique, monsieur l'abbé, autrement je vous ferais bien rire. Imaginez-vous qu'à tort ou à raison, je passe pour un républicain. »
Je cours beaucoup les campagnes à cause de mes affaires. Je suis l'ami des paysans. On a même parlé de moi pour le conseil général. Enfin, mon nom est connu. Eh bien, j'ai là, à droite, chez les Rastoil, la fine fleur de la légitimité. Et là, à gauche, chez le sous-préfet, les gros bonnets de l'Empire. Hein? Est-ce assez drôle? Mon pauvre vieux jardin si tranquille, mon petit coin de bonheur, entre ces deux camps ennemis. J'ai toujours peur qu'ils ne se jettent des pierres par-dessus mes murs. Vous comprenez, leurs pierres pourraient tomber dans mon jardin. Cette plaisanterie acheva d'enchanter Mouret. Il se rapprocha de l'abbé, de l'air d'une commère qui va en dire long. Plassans est fort curieux au point de vue politique. Le coup d'État a réussi ici, parce que la ville est conservatrice. Mais, avant tout, elle est légitimiste et orléaniste, si bien que, dès le lendemain de l'Empire, elle a voulu dicter ses conditions. Comme on ne l'a pas écoutée, elle s'est fâchée, elle est passée à l'opposition. Oui, monsieur l'abbé, à l'opposition. L'année dernière, nous avons nommé député le marquis de la Griffoul, un vieux gentilhomme d'une intelligence médiocre, mais dont l'élection a joliment embêté la sous-préfecture. Et regardez, le voilà, monsieur Péqueur des Solets. Il est avec le maire, monsieur Delangre. L'abbé regarda vivement. Le sous-préfet, très brun, souriait sous ses moustaches cirées. Il était d'une correction irréprochable. Son allure tenait du bel officier et du diplomate aimable. À côté de lui, le maire s'expliquait, avec toute une fièvre de gestes et de paroles. Il paraissait petit, les épaules carrées, le masque fouillé, tournant au polichinelle. Il devait parler trop. « Monsieur Péqueur des Solets, » continua Mouret, « a failli en tomber malade. Il croyait l'élection du candidat officiel assurée. Je me suis bien amusé. Le soir de l'élection, le jardin de la sous-préfecture est resté noir et sinistre comme un cimetière, tandis que chez les Rastoil, il y avait des bougies sous les arbres et des rires et tout un vacarme de triomphe. Sur la rue, on ne laisse rien voir. Dans les jardins, au contraire, on ne se gêne pas. On se déboutonne. Allez, j'assiste à de singulières choses, sans rien dire. » Il se tint un instant, comme ne voulant pas en compter davantage. Mais la démangeaison de parler fut trop forte. « Maintenant, reprit-il, je me demande ce qu'ils vont faire à la sous-préfecture. Jamais plus leur candidat ne passera. Ils ne connaissent pas le pays. Ils ne sont pas de force. On m'a assuré que M. Péqueur des Solets devait avoir une préfecture si l'élection avait bien marché. Va-t'en voir s'ils viennent, Jean. Le voilà sous-préfet pour longtemps. Hein? Que vont-ils inventer pour jeter par terre le marquis? Car ils inventeront quelque chose. Ils tâcheront, d'une façon ou d'une autre, de faire la conquête de Plassans. » Il avait levé les yeux sur l'abbé, qu'il ne regardait plus depuis un instant. La vue du visage du prêtre, attentif, les yeux luisants, les oreilles comme élargies, l'arrêta net. Toute sa prudence de bourgeois paisible se réveilla. Il sentit qu'il venait d'en dire beaucoup trop. Aussi murmura-t-il d'une voix fâchée. « Après tout, je ne sais rien. On répète tant de choses ridicules. Je demande seulement qu'on me laisse vivre tranquille chez moi. » Il aurait bien voulu quitter la fenêtre, mais il n'osait pas s'en aller brusquement après avoir bavardé d'une façon si intime. Il commençait à soupçonner que, si l'un des deux s'était moqué de l'autre, il n'avait certainement pas joué le beau rôle. L'abbé, avec son grand calme, continuait à jeter des regards à droite et à gauche dans les deux jardins. Il ne fit pas la moindre tentative pour encourager Mouret à continuer. Celui-ci, qui souhaitait avec impatience que sa femme ou un de ses enfants eût la bonne idée de l'appeler, fut soulagé lorsqu'il vit Rose paraître sur le perron. Elle leva la tête. « Eh bien, monsieur, cria-t-elle, ce n'est donc pas pour aujourd'hui? Il y a un quart d'heure que la soupe est sur la table. »« Bien, Rose, je descends, répondit-il. Il quitta la fenêtre, s'excusant. La froideur de la chambre, qu'il avait oubliée derrière son dos, acheva de le troubler. Elle lui parut être un grand confessionnal, avec son terrible Christ noir, qui devait avoir tout entendu. Comme l'abbé Faujas prenait congé de lui, en lui faisant un court salut silencieux, il ne put supporter cette chute brusque de la conversation. Il revint,
levant les yeux vers le plafond. « Alors, dit-il, c'est bien dans cette encoignure-là. »« Quoi donc ?» demanda l'abbé, très surpris. « La tache dont vous m'avez parlé. » Le prêtre ne put cacher un sourire. De nouveau, il s'efforça de faire voir la tache à Mouret. « Oh, je l'aperçois très bien, maintenant, dit celui-ci. C'est convenu. Dès demain, je ferai venir les ouvriers. » Il sortit enfin. Il était encore sur le palier que la porte s'était refermée derrière lui, sans bruit. Le silence de l'escalier l'irrita profondément. Il descendit en murmurant. « Ce diable d'homme, il ne demande rien et on lui dit tout. » Chapitre 5. Le lendemain, la vieille madame Rougon, la mère de Marthe, vint rendre visite au Mouret. C'était là tout un gros événement, car il y avait un peu de brouille entre le gendre et les parents de sa femme, surtout depuis l'élection du marquis de la Griffoul, que ceux-ci l'accusaient d'avoir fait réussir par son influence dans les campagnes. Marthe allait seule chez ses parents. Sa mère, cette noiraude de Félicité, comme on la nommait, était restée, à 66 ans, d'une maigreur et d'une vivacité de jeune fille. Elle ne portait plus que des robes de soie, très chargées de volants, et affectionnait particulièrement le jaune et le marron. Ce jour-là, quand elle se présenta, il n'y avait que Marthe et Mouret dans la salle à manger. « Tiens, dit ce dernier très surpris, c'est ta mère. Qu'est-ce qu'elle nous veut donc? Il n'y a pas un mois qu'elle est venue. Encore quelques manigances, c'est sûr. » Les Rougon, dont il avait été le commis avant son mariage, lorsque leur étroite boutique du vieux quartier sentait la faillite, étaient le sujet de ses éternelles défiances. Il lui rendait d'ailleurs une solide et profonde rancune, détestant surtout en lui le commerçant qui avait fait promptement de bonnes affaires. Quand leur gendre disait « Moi, je ne dois ma fortune qu'à mon travail », il pinçait les lèvres. Il comprenait parfaitement qu'il les accusait d'avoir gagné la leur dans des trafics inavouables. Félicité, malgré sa belle maison de la place de la sous-préfecture, enviait sourdement le petit logis tranquille des Mouret, avec la jalousie féroce d'une ancienne marchande qui ne doit pas son aisance à ses économies de comptoir. Félicité baisa Marthe au front, comme si celle-ci avait toujours eu 16 ans. Elle tendit ensuite la main à Mouret. Tous deux causaient d'ordinaire sur un ton aigre-doux de moquerie. « Eh bien, lui demanda-t-elle en souriant, les gendarmes ne sont donc pas encore venus vous chercher? Révolutionnaires ?»« Mais non, pas encore, répondit-il en riant également. Ils attendent pour ça que votre mari leur donne des ordres. »« Ah, c'est très joli ce que vous dites là, répliqua Félicité, dont les yeux flambèrent. Marthe adressa un regard suppliant à Mouret. Il venait d'aller vraiment trop loin. Mais il était lancé. Il reprit. « Véritablement, nous ne songeons à rien. Nous vous recevons là, dans la salle à manger. Passons au salon, je vous en prie. » C'était une de ses plaisanteries habituelles. Il affectait les grands airs de Félicité, lorsqu'il la recevait chez lui. Marthe eut beau dire qu'on était bien là, il fallut qu'elle et sa mère le suivissent dans le salon. Et il s'y donna beaucoup de peine, ouvrant les volets, poussant des fauteuils. Le salon, où l'on n'entrait jamais, et dont les fenêtres restaient le plus souvent fermées, était une grande pièce abandonnée, dans laquelle traînait un meuble à housse blanche, jauni par l'humidité du jardin. « C'est insupportable, murmura Mouret en essuyant la poussière d'une petite console. Cette rose laisse tout à l'abandon. » Et, se tournant vers sa belle-mère, d'une voix où l'ironie perçait, « Vous nous excusez de vous recevoir ainsi dans notre pauvre demeure. Tout le monde ne peut pas être riche. » Félicité suffoquait. Elle regarda un instant Mouret fixement, près d'éclater. Puis, faisant effort, elle baissa lentement les paupières. Quand elle les releva, elle dit d'une voix aimable. « Je viens de souhaiter le bonjour à madame de Condamine, et je suis entrée pour savoir comment va la petite famille. Les enfants se portent bien, n'est-ce pas? Et vous aussi, mon cher Mouret? »« Oui, tout le monde se porte à merveille, » répondit-il, étonné de cette grande amabilité.
Mais la vieille dame ne lui laissa pas le temps de remettre la conversation sur un ton hostile. Elle questionna affectueusement Marthe sur une foule de rien. Elle se fit bonne grand-maman, grondant son gendre de ne pas lui envoyer plus souvent les petits et la petite. Elle était si heureuse de les voir. « Ah, vous savez, dit-elle enfin négligemment, voici octobre. Je vais reprendre mon jour le jeudi, comme les autres saisons. Je compte sur toi, n'est-ce pas, ma chère Marthe? Et vous, Mouret, ne vous verra-t-on pas quelquefois? Nous boudrez-vous toujours ?» Mouret, que le caquetage attendri de sa belle-mère finissait par troubler, resta court sur la riposte. Il ne s'attendait pas à ce coup. Il ne trouva rien de méchant, se contentant de répondre. « Vous savez bien que je ne puis pas aller chez vous. Vous recevez un tas de personnages qui seraient enchantés de m'être désagréables. Puis, je ne veux pas me fourrer dans la politique. »« Mais vous vous trompez, » répliqua Félicité. « Vous vous trompez, entendez-vous, Mouret? Ne dirait-on pas que mon salon est un club? C'est ce que je n'ai pas voulu. Toute la ville sait que je tâche de rendre ma maison aimable. Si l'on cause politique chez moi, c'est dans les coins, je vous assure. Eh bien, la politique, elle m'a assez ennuyée autrefois. » « Pourquoi dites-vous cela ? » ?»« Vous recevez toute la bande de la sous-préfecture, » murmura Mouret d'un air maussade. « La bande de la sous-préfecture » répéta-t-elle. « La bande de la sous-préfecture. Sans doute, je reçois ces messieurs. Je ne crois pourtant pas qu'on rencontre souvent chez moi monsieur Péqueur des Soleils cet hiver. Mon mari lui a dit son fait, à propos des dernières élections. Il s'est laissé jouer comme un niais. Quant à ses amis, ce sont des hommes de bonne compagnie. Monsieur de Langres, monsieur de Condamine sont très aimables. Ce brave Paloc est la bonté même. Et vous n'avez rien à dire, je pense, contre le docteur Porquier. » Mouret haussa les épaules. « D'ailleurs, continua-t-elle en appuyant ironiquement sur ses paroles, je reçois aussi la bande de monsieur Rastoil, le digne monsieur Maffre et notre savant ami monsieur de Bourdeux, l'ancien préfet. Vous voyez bien que nous ne sommes pas exclusifs. Toutes les opinions sont accueillies chez nous. Mais comprenez donc que je n'aurais pas 4 chats si je choisissais mes invités dans un parti. Puis nous aimons l'esprit partout où il se trouve. Nous avons la prétention d'avoir à nos soirées tout ce que Plassans renferme de personnes distinguées. Mon salon est un terrain neutre. Retenez bien cela, Mouret. Oui, un terrain neutre, c'est le mot propre. » Elle s'était animée en parlant. Chaque fois qu'on la mettait sur ce sujet, elle finissait par se fâcher. Son salon était sa grande gloire, comme elle le disait. Elle voulait y trôner, non en chef de parti, mais en femme du monde. Il est vrai que les intimes prétendaient qu'elle obéissait à une tactique de conciliation, conseillée par son fils Eugène, le ministre, qui la chargeait de personnifier à Plassans les douceurs et les amabilités de l'Empire. « Vous direz ce que vous voudrez, » mâcha sourdement Mouret. « Votre Maffre est un calotin, votre Bourdeux un imbécile, et les autres sont des gredins pour la plupart. Voilà ce que je pense. Je vous remercie de votre invitation, mais ça me dérangerait trop. J'ai l'habitude de me coucher de bonne heure. Je reste chez moi. » Félicité se leva, tourna le dos à Mouret, disant à sa fille : « Je compte toujours sur toi, n'est-ce pas, ma chérie ? » « Certainement, » répondit Marthe, qui voulait adoucir le refus brutal de son mari. La vieille dame s'en allait, lorsqu'elle parut se raviser. Elle demanda à embrasser Désiré, qu'elle avait aperçu dans le jardin. Elle ne voulut pas même qu'on appelât l'enfant. Elle descendit sur la terrasse, encore toute mouillée d'une légère pluie tombée le matin. Là, elle fut pleine de caresses pour sa petite fille, qui restait un peu effarouchée devant elle. Puis, levant la tête comme par hasard, regardant les rideaux du second, elle s'écria : « Tiens, vous avez loué. Ah oui, je me souviens, à un prêtre, je crois. J'ai entendu parler de ça. Quel homme est-ce, ce prêtre ? » Mouret la regarda fixement. Il eut comme un rapide soupçon.
Il pensa qu'elle était venue uniquement pour l'abbé Faujas. « Ma foi, dit-il, sans la quitter des yeux, je n'en sais rien. Mais vous allez peut-être pouvoir me donner des renseignements, vous. »« Moi » s'écria-t-elle d'un grand air de surprise. « Eh, je ne l'ai jamais vu. Attendez, je sais qu'il est vicaire à Saint-Saturnin. C'est le père Bourrette qui m'a dit ça. Et tenez, cela me fait penser que je devrais l'inviter à mes jeudis. Je reçois déjà le directeur du grand séminaire et le secrétaire de monseigneur. » Puis, se tournant vers Marthe. « Tu ne sais pas, quand tu verras ton locataire, tu devrais le sonder, de façon à me dire si une invitation lui serait agréable. » « Nous ne le voyons presque pas, » se hâta de répondre Mouret. « Il entre et il sort sans ouvrir la bouche. Puis, ce ne sont pas mes affaires. » Et il continuait à l'examiner d'un air défiant. Certainement, elle en savait plus long sur l'abbé Faujas qu'elle ne voulait en compter. D'ailleurs, elle ne bronchait pas sous l'examen attentif de son gendre. « Ça m'est égal, après tout, » reprit-elle avec une aisance parfaite. « Si c'est un homme convenable, je trouverai toujours une manière de l'inviter. Au revoir, mes enfants. » Elle remontait le perron lorsqu'un grand vieillard se montra sur le seuil du vestibule. Il avait un paletot et un pantalon de drap bleu très propre, avec une casquette de fourrure rabattue sur les yeux. Il tenait un fouet à la main. « Ah, c'est l'oncle Macquart !» cria Mouret en jetant un coup d'œil curieux sur sa belle-mère. Félicité avait fait un geste de vive contrariété. Macquart, frère bâtard de Rougon, était rentré en France, grâce à celui-ci, après s'être compromis dans le soulèvement des campagnes en 1851. Depuis son retour du Piémont, il menait une vie de bourgeois gras et renté. Il avait acheté, on ne savait avec quel argent, une petite maison située au village des Tulettes, à 3 lieues de Plassans. Peu à peu, il s'était nippé. Il avait même fini par faire l'emplette d'une carriole et d'un cheval, si bien qu'on ne rencontrait plus que lui sur les routes, fumant sa pipe, buvant le soleil, ricanant d'un air de loup rangé. Les ennemis des Rougon disaient tout bas que les deux frères avaient commis quelques mauvais coups ensemble, et que Pierre Rougon entretenait Antoine Macquart. « Bonjour, l'oncle, » répétait Mouret avec affectation. « Vous venez donc nous faire une petite visite ?»« Mais oui, » répondit Macquart d'un ton bon enfant. « Tu sais, chaque fois que je passe à Plassans... Ah, par exemple, Félicité, si je m'attendais à vous trouver ici. J'étais venu pour voir Rougon, j'avais quelque chose à lui dire. »« Il était à la maison, n'est-ce pas ?» interrompit-elle avec une vivacité inquiète. « C'est bien, Macquart. »« Oui, il était à la maison, » continua tranquillement l'oncle. « Je l'ai vu, et nous avons causé. C'est un bon enfant, Rougon. » Il eut un léger rire, et tandis que Félicité piétinait d'anxiété, il reprit de sa voix traînante, si étrangement brisée, qu'il semblait toujours se moquer du monde. « Mouret, mon garçon, je t'ai apporté 2 lapins. Ils sont là dans un panier. Je les ai donnés à Rose. J'en avais aussi 2 pour Rougon. Vous les trouverez chez vous, Félicité, et vous m'en direz des nouvelles. Ah, les gredins, sont-ils gras? Je les ai engraissés pour vous. Que voulez-vous, mes enfants? Moi, ça me fait plaisir de faire des cadeaux. » Félicité était toute pâle, les lèvres serrées, tandis que Mouret continuait à la regarder avec un rire en dessous. Elle aurait bien voulu se retirer, mais elle craignait les bavardages, si elle laissait Macquart derrière elle. « Merci, l'oncle, » dit Mouret. « La dernière fois, vos prunes étaient joliment bonnes. Vous boirez bien un coup. Mais ça n'est pas de refus. » Et, quand Rose lui eut apporté un verre de vin, il s'assit sur la rampe de la terrasse. Il but le verre avec lenteur, faisant claquer sa langue, regardant le vin au jour. « Ça vient du quartier de Saint-Eutrope, ce vin-là, » murmura-t-il. « Ce n'est pas moi qu'on tromperait. Je connais drôlement le pays. » Il branlait la tête, ricanant. Alors, brusquement, Mouret lui demanda avec une intention particulière dans la voix. « Et aux Tulettes, comment va-t-on » Il leva les yeux, regarda tout le monde. Puis, faisant une dernière fois claquer la langue,
Posant le verre à côté de lui, sur la pierre, il répondit négligemment. « Pas mal. J'ai eu de ses nouvelles avant-hier. Elle se porte toujours la même chose. » Félicité avait tourné la tête. Il y eut un silence. Mouret venait de mettre les doigts sur une des plaies vives de la famille, en faisant allusion à la mère de Rougon et de Macquart, enfermée depuis plusieurs années comme folle à la maison des aliénés des Tulettes. La petite propriété de Macquart était voisine, et il semblait que Rougon eût posté là le vieux drôle pour veiller sur l'aïeul. « Il se fait tard, » finit par dire ce dernier en se levant. « Il faut que je sois rentré avant la nuit. Dis donc, Mouret, mon garçon, je compte sur toi pour un de ces jours. Tu m'avais bien promis de venir. »« J'irai, l'oncle, j'irai. »« Ce n'est pas ça. Je veux que tout le monde vienne. Entends-tu ? Tout le monde. Je m'ennuie là-bas tout seul. Je vous ferai la cuisine. » Et, se tournant vers Félicité, « Dites à Rougon que je compte aussi sur lui et sur vous. Ce n'est pas parce que la vieille mère est là, à côté, que ça doit vous empêcher de venir. Alors, il n'y aurait plus moyen de se distraire. Je vous dis qu'elle va bien, qu'on la soigne bien. Vous pouvez vous fier à moi. Vous goûterez d'un petit vin que j'ai trouvé sur un coteau de la Seille. Un petit vin qui vous grise, vous verrez. » Tout en parlant, il se dirigeait vers la porte. Félicité le suivait de si près qu'elle semblait le pousser dehors. Tout le monde l'accompagna jusqu'à la rue. Il détachait son cheval, dont il avait noué les guides à une persienne. Lorsque l'abbé Faujas, qui rentrait, passa au milieu du groupe avec un léger salut. On eût dit une ombre noire filant sans bruit. Félicité se tourna lestement, le poursuivit du regard jusque dans l'escalier, n'ayant pas eu le temps de le dévisager. Macquart, muet de surprise, hochait la tête, murmurant. « Comment, mon garçon, tu loges des curés chez toi, maintenant ? Et il a un singulier œil, cet homme. Prends garde, les soutanes, ça porte malheur. » Il s'assit sur le banc de la carriole, sifflant doucement, et descendit la rue Balande, au petit trot de son cheval. Son dos rond, avec sa casquette de fourrure, disparurent au coude de la rue Taravelle. Quand Mouret se retourna, il entendit sa belle-mère qui disait à Marthe. « J'aimerais mieux que ce fût toi, pour que l'invitation parût moins solennelle. Si tu trouvais moyen de lui en parler, tu me ferais plaisir. » Elle se tut, se sentant surprise. Enfin, après avoir embrassé Désiré avec effusion, elle partit, jetant un dernier coup d'œil pour s'assurer que Macquart n'allait pas revenir, derrière elle, bavarder sur son compte. « Tu sais bien que je te défends absolument de te mêler des affaires de ta mère, » dit Mouret à sa femme, en rentrant. « Elle est toujours dans un tas d'histoires où personne ne voit goutte. Que diable peut-elle vouloir faire de l'abbé ? Elle ne l'inviterait pas pour ses beaux yeux si elle n'avait point un intérêt caché. Ce curé-là n'est pas venu pour rien de Besançon à Plassans. Il y a quelque manigance là-dessous. » Marthe s'était remise à cet éternel raccommodage du linge de la famille qui lui prenait des journées entières. Il tourna un instant encore autour d'elle, murmurant. « Il m'amuse, le vieux Macquart et ta mère. Ah, pour ça, ils se détestent ferme. Tu as vu comme elle suffoquait de le sentir ici ? On dirait qu'elle a toujours peur de lui entendre raconter des choses qu'on ne doit pas savoir. Ce n'est pas l'embarras, il en raconterait de drôles. Mais ce n'est pas moi qu'on prendra chez lui. J'ai juré de ne pas me fourrer dans ce gâchis. Vois-tu, mon père avait raison de dire que la famille de ma mère, ses Rougon, ses Macquart, ne valait pas la corde pour les pendre. J'ai de leur sang comme toi. Ça ne peut pas te blesser que je dise cela. Je le dis parce que c'est vrai. Ils ont fait fortune aujourd'hui, mais ça ne les a pas décrottés, au contraire. » Il finit par aller faire un tour sur le cours Sauvert, où il rencontrait des amis, avec lesquels il causait du temps, des récoltes, des événements de la veille. Une grosse commission d'amende, dont il se chargea le lendemain, le tint pendant plus d'une semaine en allées et venues continuelles, ce qui lui fit presque oublier l'abbé Faujas. D'ailleurs, l'abbé commençait à l'ennuyer. Il ne causait pas assez, il était trop cachotier. Il l'évita à 2 reprises, croyant comprendre que l'autre le cherchait uniquement pour apprendre la fin des histoires
sur la bande de la sous-préfecture et la bande des Rastoil. Rose lui ayant raconté que madame Faujas avait essayé de la faire causer, il s'était promis de ne plus ouvrir les lèvres. C'était un autre amusement qui occupait ses heures vides. Maintenant, quand il regardait les rideaux si bien fermés du second étage, il grommelait. « Cache-toi, va, mon bon. Je sais que tu me guettes, derrière tes rideaux. Ça ne t'avance toujours pas à grand-chose. Si c'est par moi que tu comptes connaître les voisins. » Cette pensée que l'abbé Faujas était à l'affût le réjouit extrêmement. Il se donna beaucoup de peine pour ne pas tomber dans quelque piège. Mais, un soir, comme il rentrait, il aperçut, à 50 pas devant lui, l'abbé Bourrette et l'abbé Faujas arrêtés devant la porte de M. Rastoil. Il se cacha dans l'encoignure d'une maison. Les deux prêtres le tinrent là un grand quart d'heure. Ils causaient vivement, se séparaient, puis revenaient. Mouret crut comprendre que l'abbé Bourrette suppliait l'abbé Faujas de l'accompagner chez le président. Celui-ci s'excusait, finissait par refuser avec quelque impatience. C'était un mardi, un jour de dîner. Enfin, Bourrette entra chez M. Rastoil. Faujas se coula chez lui, de son allure humble. Mouret resta songeur. En effet, pourquoi l'abbé n'allait-il pas chez M. Rastoil? Tout Saint-Saturnin y dînait, l'abbé Fenil, l'abbé Surin et les autres. Il n'y avait pas une robe noire à Plassans qui n'eût pris le frais dans le jardin, devant la cascade. Ce refus du nouveau vicaire était une chose vraiment extraordinaire. Lorsque Mouret fut rentré, il alla vite au fond de son jardin pour examiner les fenêtres du second étage. Au bout d'un instant, il vit remuer le rideau de la deuxième fenêtre, à droite. Pour sûr, l'abbé Faujas était là, à espionner ce qui se passait chez M. Rastoil. À certains mouvements du rideau, Mouret crut comprendre qu'il regardait également du côté de la sous-préfecture. Le lendemain, un mercredi, comme il sortait, Rose lui apprit que l'abbé Bourrette était chez les gens du second, depuis 1 heure au moins. Alors il rentra, fureta dans la salle à manger. Comme Marthe lui demandait ce qu'il cherchait, ainsi, il devint furieux, parlant d'un papier sans lequel il ne pouvait sortir. Il monta voir s'il ne l'avait pas laissé au premier. Puis, lorsqu'après une longue attente derrière la porte de sa chambre, il crut surprendre au second étage un remuement de chaises, il descendit lentement, s'arrêtant un instant dans le vestibule pour donner à l'abbé Bourrette le temps de le rejoindre. « Tiens, vous voilà, monsieur l'abbé. Quelle heureuse rencontre. Vous retournez à Saint-Saturnin? Cela tombe à merveille. Je vais de ce côté. Nous vous accompagnerons, si ça ne vous dérange pas. » L'abbé Bourrette répondit qu'il serait enchanté. Tous deux montèrent lentement la rue Balande, se dirigeant vers la place de la sous-préfecture. L'abbé était un gros homme, au bon visage naïf, avec de grands yeux bleus d'enfant. Sa large ceinture de soie, fortement tendue, lui dessinait un ventre d'une rondeur douce et luisante. Et il marchait, la tête un peu en arrière, les bras trop courts, les jambes déjà lourdes. « Eh bien, dit Mouret sans chercher de transition, vous venez de voir cet excellent monsieur Faujas. J'ai à vous remercier, vous m'avez trouvé là un locataire comme il y en a peu. »« Oui, oui, murmura le prêtre, c'est un digne homme. »« Oh, pas le moindre bruit. Nous ne nous apercevons pas même qu'il y a un étranger chez nous. Et très poli, très bien élevé, avec cela. Vous ne savez pas, on m'a affirmé que c'était un esprit supérieur, un cadeau qu'on avait voulu faire au diocèse. » Et, comme il se trouvait au milieu de la place de la sous-préfecture, Mouret s'arrêta net, regardant fixement l'abbé Bourrette. « Ah, vraiment ?» se contenta de répondre celui-ci, d'un air étonné. « On me l'a affirmé. Notre évêque aurait des vues sur lui pour plus tard. En attendant, le nouveau vicaire se tiendrait dans l'ombre, pour ne pas exciter des jalousies. » L'abbé Bourrette avait repris sa marche, tournant le coin de la rue de la Banne. Il dit tranquillement. « Vous me surprenez beaucoup. Faujas est un homme simple, il a même trop d'humilité. Ainsi, à l'église,
Il se charge des petites besognes que nous abandonnons d'ordinaire aux prêtres habitués. C'est un saint, mais ce n'est pas un garçon habile. Je l'ai à peine entrevu chez monseigneur. Dès le premier jour, il a été en froid avec l'abbé Fenil. Je lui avais pourtant expliqué qu'il fallait devenir l'ami du grand vicaire si l'on voulait être bien reçu à l'évêché. Il n'a pas compris. Il est de jugement un peu étroit. Je le crains. Tenez, c'est comme ces continuelles visites à l'abbé Compan, notre pauvre curé qui a pris le lit depuis 15 jours et que nous allons sûrement perdre. Eh bien, elles sont hors de saison. Elles lui feront un tort immense. Compan n'a jamais pu s'entendre avec Fenil. Il faut vraiment arriver de Besançon pour ignorer une chose qui est connue du diocèse entier. Il s'animait. Il s'arrêta à son tour à l'entrée de la rue Canquois, se plantant devant Mouret. « Non, mon cher monsieur, on vous a trompé. Faujas est innocent comme l'enfant qui vient de naître. Moi, je n'ai pas d'ambition, n'est-ce pas? Et Dieu sait si j'aime Compan, un cœur d'or. Ça n'empêche pas que je vais lui serrer la main en cachette. Lui-même me l'a dit. Bourrette, je n'en ai plus pour longtemps, mon vieil ami. Si tu veux être curé après moi, tâche qu'on ne te voie pas trop souvent sonner à ma porte. Viens la nuit et frappe 3 coups. Ma sœur t'ouvrira. Maintenant, j'attends la nuit, vous comprenez. C'est inutile de déranger sa vie. On a déjà tant de chagrin. » La voix s'était attendrie. Il joignit les 2 mains sur son ventre. Il reprit sa marche, ému d'un égoïsme naïf qui le faisait pleurer sur lui-même, tandis qu'il murmurait « Ce pauvre Compan, ce pauvre Compan !» Mouret restait perplexe. L'abbé Faujas finissait par lui échapper tout à fait. « On m'avait pourtant donné des détails bien précis, » essaya-t-il de dire encore. Ainsi, il était question de lui trouver une grande situation. « Eh non, je vous assure que non !» s'écria le prêtre. « Faujas n'a pas d'avenir. » Un autre fait. Vous savez que je dîne tous les mardis chez monsieur le président. L'autre semaine, il m'avait prié instamment de lui amener Faujas. Il voulait le connaître, le juger sans doute. Eh bien, vous ne devineriez jamais ce que Faujas a fait. Il a refusé l'invitation, mon cher monsieur. Il a refusé carrément. J'ai eu beau lui dire qu'il allait se rendre l'existence impossible à Plassans, qu'il achevait de se brouiller avec Fenil, en faisant une pareille impolitesse à monsieur Rastoil. Il s'est entêté. Il n'a rien voulu entendre. Je crois même, Dieu me pardonne, qu'il m'a dit, dans un moment de colère, qu'il n'avait pas besoin de s'engager en acceptant un dîner de la sorte. L'abbé Bourrette se mit à rire. Il était arrivé devant Saint-Saturnin. Il retint un instant Mouret à la petite porte de l'église. « C'est un enfant, un grand enfant, continua-t-il. Je vous demande un peu, croire qu'un dîner de monsieur Rastoil pouvait le compromettre. Aussi, votre belle-mère, la bonne madame Rougon, m'ayant chargé hier d'une invitation pour Faujas, ne lui avais-je pas caché que je craignais fort d'être mal reçu. » Mouret dressa l'oreille. « Ah, ma belle-mère vous avait chargé d'une invitation ? » ?»« Oui, elle était venue hier à la sacristie. Comme je tiens à lui être agréable, je lui avais promis d'aller voir aujourd'hui ce diable d'homme. Moi, j'étais certain qu'il refuserait. » »« Et il a refusé ? » ?»« Non, j'ai été bien surpris. Il a accepté. » Mouret ouvrit la bouche, puis la referma. Le prêtre clignait les yeux d'un air extrêmement satisfait. Il faut confesser que j'ai été bien habile. Il y avait plus d'1 heure que j'expliquais à Faujas la situation de madame votre belle-mère. Il hochait la tête, ne se décidait pas, parlait de son amour de la retraite. Enfin, j'étais à bout, lorsque je me suis souvenu d'une recommandation de cette chère dame. Elle m'avait prié d'insister sur le caractère de son salon, qui est, comme toute la ville le sait, un terrain neutre. C'est alors qu'il a semblé faire un effort et qu'il a consenti. Il a formellement promis pour demain. Je vais écrire 2 lignes à l'excellente madame Rougon pour lui annoncer notre victoire. » Il resta encore là un moment, se parlant à lui-même, roulant ses gros yeux bleus. « Monsieur Rastoil sera bien vexé, mais ce n'est pas ma faute. Au revoir, cher monsieur Mouret, bien au revoir. Tous mes compliments chez vous. » Et il entra dans l'église,
en laissant retomber doucement derrière lui la double porte rembourrée. Mouret regarda cette porte avec un léger haussement d'épaules. « Encore un bavard, grommela-t-il. Encore un de ces hommes qui ne vous laissent pas placer 10 paroles, et qui parlent toujours pour ne rien dire. Ah, le Faujas va demain chez la Noiraude. C'est bien fâcheux que je sois brouillé avec cet imbécile de Rougon. » Puis il courut tout l'après-midi pour ses affaires. Le soir, en se couchant, il demanda négligemment à sa femme. « Est-ce que tu vas chez ta mère demain soir ?»« Non, » répondit Marthe. « J'ai trop de choses à terminer. J'irai sans doute jeudi prochain. » Il n'insista pas, mais avant de souffler la bougie. « Tu as tort de ne pas sortir plus souvent, » reprit-il. « Va donc chez ta mère demain soir. Tu t'amuseras un peu. Moi, je garderai les enfants. » Marthe le regarda, étonnée. D'ordinaire, il la tenait au logis, ayant besoin d'elle pour 1000 petits services, grognant quand elle s'absentait pendant 1 heure. « J'irai, si tu le désires, » dit-elle. Il souffla la bougie, il mit la tête sur l'oreiller en murmurant. « C'est cela, et tu nous raconteras la soirée. Ça amusera les enfants. »